les graphes. Après une pause d'un petit moment, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, on reprend doucement. Je pense on va se refaire un petit peu une analyse, reprendre doucement peut-être les 2 vidéos, je sais pas, je verrai si j'arrive à faire la 2e ou pas aujourd'hui. Mais toujours est-il que voilà, on va se faire un petit point ensemble. Donc, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le nouveau narratif qui est en train petit à petit de se mettre en place. On l'a vu, donc on avait utilisé le prétexte pour baisser le prétexte de on va pas baisser les taux, après avoir joué le fait qu'on les baisserait 6 ou 7 fois l'année. Tout le monde nous expliquait évidemment que les taux allaient baisser alors, en coup en mars, puis après c'était sûr que ça allait être en juin. La BCE va certainement baisser en juin. Pour ce qui est de la Fed, aujourd'hui, tout le monde explique qu'on a le rebond de l'inflation et donc on repousse à plus tard ces baisses de taux. Ce qui est assez intéressant, c'est donc tout le monde a repoussé et se dit donc juin. Et puis on se dit, bon, juin, certainement pas, il y aura certainement juillet. Août, il n'y a pas, donc ça repousse à septembre. Euh, et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, il y aura peut-être une baisse de taux en 2024. On voit qu'au final, si vous voulez, on a beau repousser finalement cette baisse des taux, le marché reste quasiment sur les plus hauts. C'est ça qui est le plus intéressant. Alors qu'on n'arrête pas de baisser, de repousser cette baisse de taux. Il y a fort à parier que la baisse des taux n'aura pas lieu en septembre. Pourquoi? Parce que si vous faites une baisse des taux en septembre, vous avez les élections américaines qui sont trop proches, et vous risquez bien entendu de sortir que on baisse les taux pour favoriser Biden, etc. Bon, en soi, c'est foutaise évidemment, parce que même si la Fed venait à baisser les taux aujourd'hui, il faudrait plusieurs mois, voire plus de 6 mois, et donc post-élection américaine, pour qu'il y ait un effet. Donc c'est-à-dire que ce qui est en train de se réaliser, c'est qu'on est en train de repousser cette baisse des taux potentiellement à la réunion de décembre, mais là encore, ça sera juste après les élections, donc potentiellement du flottement, donc on est en train de repousser à 2025. C'est pas important, si vous voulez, le fait que on repousse ad vitam aeternam. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'à un moment donné aussi, on va se rendre compte que même si on repousse la baisse des taux, cette baisse des taux, elle est à relativiser aussi, parce que même si en effet on va vers de la baisse des taux, on parle pas de revenir à des taux à zéro du jour au lendemain. On va baisser de 0,25. Si la Fed se met à baisser à un moment donné de 0,5, voire de 0,75 d'un coup, ça veut bien dire qu'il y a un gros problème quelque part. Et c'est là où pour moi c'est le plus intéressant, c'est que finalement tout le monde se focalise sur les taux, il faut se focaliser sur le quantitative tightening. Donc là, ce que l'on voit, c'est que la Fed est en train d'anticiper finalement potentiellement des problématiques sur les repo rates et les liquidités qu'il avait pu avoir en 2019, on avait été dans les mêmes conditions, est en train donc de réduire un petit peu sa réduction du bilan. Et on va certainement revenir à du zéro. C'est ça pour moi qui est le plus important. Et si on a une problématique, on reviendra à du quantitative easing, c'est-à-dire qu'on se remettra à acheter de la dette américaine. Mais pour moi, voilà, c'est ça, et contrôler, d'une certaine manière, contrôler la courbe des taux, parce que c'est bien beau, si vous voulez, de parler de la hausse des taux, et je parle de la hausse des taux du 10 ans. On sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, dès qu'on va dépasser un petit peu trop longtemps les 5%, ça va commencer à taper sur le consommateur, sur les entreprises, donc in fine sur l'économie, sur la liquidité du marché du crédit, et là on sait très bien que ça peut aller très très vite. Et donc ce qui moi m'intéresse le plus, c'est de voir ce côté proactif de la Fed, et non plus réactif, mais sur cet aspect de quantitative tightening. C'est-à-dire qu'on est en train là de donner du support, mais pas du support par juste la baisse des taux. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. De la même manière que je vous avais dit qu'il faut faire attention à ne voir que la baisse des taux, si vous voulez, la politique monétaire de la Fed, non. La politique gouvernementale de déficit public, de dépenses, c'est aussi très important pour les marchés financiers. Et ce que l'on voit, c'est que il va falloir, alors que l'on arrive au fur et à mesure sur les élections américaines et que donc les dépenses gouvernementales vont se réduire, hein, alors on va continuer les déficits bien entendu, mais on ne peut plus être dans le all-in, on reste gratuit. Ça ne... Et on promettra certainement des serrages de ceinture, évidemment, pour les élections. On aura quelques rafistolages potentiellement début 2025, donc c'est ça. On va avoir la question accommodante, si vous voulez, des gouvernements qui va se réduire. Il va falloir donc que les banques centrales compensent par la réduction des taux, mais on l'a vu, même si les taux baissent,
c'est repoussé au fur et à mesure. Ces baisses de taux, elles sont à relativiser par rapport à toutes les hausses, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer du jour au lendemain, on va pas perdre 3% de hausse des taux. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut bien l'intégrer. Et donc, comme on a les élections américaines qui arrivent pile poil, la Fed, bah, potentiellement, elle se retrouve coincée aujourd'hui. Et on se retrouve dans un monde où ce qu'il faut bien vous dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, l'économie commence à ralentir aux États-Unis, mais c'est on est en train de subir, si vous voulez, la hausse des taux qui avait lieu l'année dernière. C'est-à-dire que on va continuer de subir un ralentissement économique à cause du ralentissement du crédit, à cause de la hausse des taux, mais il y a toujours 6, 9 mois, 12 mois d'écart. C'est-à-dire que même si la Banque centrale américaine baissait ses taux aujourd'hui, vous n'auriez pas d'effet avant 2025. Et que là, avec les élections américaines, si on commence à se dire qu'on va repousser la première baisse des taux, et la première baisse des taux, je veux dire, si vous n'avez pas un élément, si vous n'avez pas un élément fondamental de crise quelque part, de crispation quelque part, ça sera du 0,25. Donc autant dire, ça n'a pas non plus changé la face du monde. On repousse. Donc c'est-à-dire que le nouveau narratif, c'est le narratif qu'on avait déjà eu il y a un mois pour prétexter la prise de profit, c'est le narratif que l'on avait déjà eu, euh, c'était quasiment septembre de 2023, qui est de dire que les taux vont rester élevés plus longtemps que prévu. Et plus les taux restent élevés, et plus on est en train de, petit à petit, ralentir plus fermement l'économie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en 2025 à avoir potentiellement attendu trop longtemps à baisser les taux, et même si on baisse les taux, à n'avoir pas su réagir suffisamment vite, et donc à subir quelque part un ralentissement plus subi, plus approfondi. C'est-à-dire, au même moment où on s'est dit l'économie résiste super bien, ce que je vous dis souvent, c'est que les tendances, si vous voulez, elles débutent toujours lentement. Et après, ça monte ou ça baisse subitement. Mais on a tendance justement à se dire et à en parler que quand vous avez la hausse ou la baisse subite, et à oublier qu'en fait vous avez eu des constructions et les débuts des tendances qui étaient bien visibles en amont. Et là, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est ça l'aspect le plus intéressant, c'est de se dire, si vous voulez, la baisse des taux, honnêtement, et ce que a l'air de penser le marché, c'est que globalement, même si on en a une en 2024, ça va pas non plus changer la face du monde. Et on va rester donc sur des taux élevés. Pour autant, ce qu'on va regarder donc de manière plus précise, c'est la santé économique. Est-ce que l'économie est capable de continuer de résister dans un environnement de taux élevés? Il y a fort à parier que là, on est arrivé aux limites. On est arrivé aux limites, si vous voulez, de la hausse des prix. On voit bien que les entreprises qui continuent de monter leurs prix, elles arrivent à conserver des marges, mais elles ont une réduction des volumes. Donc on voit bien, si vous voulez, que ça y est, l'économie commence à tirer la langue et qu'on n'arrive plus à passer les hausses de prix. Mis à part les grosses boîtes en mode pricing power, mais voilà, on voit bien maintenant la différence entre celles qui ont du pricing power et celles qui avaient faussement un pricing power parce que tout le monde était plus riche et donc pouvait se permettre éventuellement de payer ces hausses de tarifs. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important. C'est-à-dire que ces prochains mois, eh bien, je serai plus prudent sur des valeurs de croissance, si vous voulez, parce que le narratif, c'est quand même que les taux vont rester plus élevés que ce que l'on croit, et justement à cause des élections américaines, et justement à cause du fait qu'on n'aime pas dire que la Fed est aux mains du pouvoir, etc., ils vont se retrouver un petit peu coincés. Euh, donc on en est là. Et donc à un moment donné, le marché peut décider de jouer ce narratif un peu plus que juste que pour un prétexte. Donc moi, je reste quand même très axé matériaux de base, matières premières, etc., actifs tangibles à ce moment-là. Vous avez aussi pas mal d'actions qui délivrent de gros dividendes et qui peuvent être vues comme de l'obligataire. Et donc l'obligataire également qui peut être vu comme une protection actuellement pour les prochains mois. Parce que là, le flottement, si vous voulez, c'est de dire mon environnement de taux élevés va certainement perdurer, mon inflation va baisser. On sait très bien, si vous voulez, que l'inflation aux US, elle est déjà au niveau de la target de la Fed. Hein. On est déjà à 2, 2,5%.
Mais si vous enlevez donc les loyers, la plus grosse problématique, c'est le loyer, la pondération des loyers dans les stats inflation. Et si vous enlevez ça, globalement, je veux dire, on voit bien que l'inflation a été matée. Alors vous avez quelques hausses à cause des matières premières, mais c'est toujours des choses assez volatiles et éphémères. L'alimentaire, l'essence, etc. Oui, ce sont des choses qui sont très importantes dans le budget de tout foyer, mais ce sont des choses qui sont également tellement volatiles, si vous voulez, que vous ne pouvez pas prendre une décision aussi long terme que baisser ou augmenter les taux en fonction juste de ça. Euh, je me souviens, Trichet l'avait fait, c'était en 2007, je crois, juste avant les subprimes. La BCE avait monté les taux. Donc, vous ne pouvez pas prendre des décisions sur ça, justement. Donc, pour moi, quand on regarde un petit peu la base, l'inflation, si vous voulez, elle est déjà passée. Donc moi, ce que je regarderai, c'est uniquement la santé du consommateur, la santé des entreprises maintenant, du B2B. Et donc bien avoir cette capacité de bien pouvoir valider que l'économie, si vous voulez, va avoir cette capacité de rester résiliente. Parce que si l'économie commence à chanceler, et que justement le marché commence à réaliser que la Fed, pour autant, ne pourra pas réagir en baissant les taux, euh, d'une part beaucoup, et d'autre part fortement, avant fin 2024, voire 2025, et bien c'est là où le marché va se dire, eh ben, on est coincé. Donc je me retrouve avec des taux plus élevés plus longtemps, alors que mon économie est en train de chanceler, et que ma Fed éventuellement, mis à part jouer sur un quantitative tightening, quantitative easing, peut pas vraiment jouer sur les taux. Et là, je me mets à me dire, ok, ben j'ai plus envie de payer les valorisations de mes valeurs de croissance, que je surpayais jusqu'à aujourd'hui ben parce que le momentum est là, parce que justement la visibilité est là, mais là, éventuellement, je remets un coup de, de ponçage sur mes valorisations, et par contre, j'ai plutôt aller chercher du défensif, aller chercher quelque chose qui est capable de me payer rubis sur ongle. Donc voilà, et je vais continuer de regarder mes stats inflation, histoire de, mais comme je vous ai dit, l'inflation, c'est une bête qui est très volatile et il faut, euh, avant de voir une tendance, il faut bien comprendre que c'est une sinusoïdale. Et donc, comme on l'a vu, on a les rebonds de la sinusoïdale qui sont de moins en moins forts avant de pouvoir avoir la nouvelle tendance. Et ça, on verra ça en 2025. Pour l'instant, le ralentissement économique, oui, on y est, mais c'est du soft landing, hein. Euh, donc tout ce qui peut changer éventuellement et qui peut vraiment faire peur au marché, comme je vous l'ai dit, c'est si on commence à avoir des statistiques économiques qui se dégradent plus fortement, qui remettent sur la table la peur de la récession, entre guillemets, avec une Fed qui est pieds et poings liés à cause des élections américaines pour baisser ses taux. Et c'est là donc où on aura cette période certainement de flottement. Pour l'instant, voilà, c'est la seule projection que l'on peut faire. À ce stade-là, je veux dire, on n'anticipe pas, mais si je devais essayer d'avoir une hypothèse de travail pour me dire quel serait le prétexte pour le marché de baisser, ce serait ce prétexte-là. On regarde qu'est-ce que ça veut dire tout cela sur nos petits graphiques. On a le 10 ans américain ici, alors c'est le prix des obligations. Donc si les prix des obligations montent, ça veut dire que les taux baissent et inversement. On a bien ici pour moi la validation qu'on est en train de remettre en place la congestion. Et donc pour moi, typiquement, si ça c'était une action, typiquement pour moi c'est figure d'achat. Si vous avez le premier rebond, vous avez la phase de conso, on ne revient pas en dessous du précédent plus bas. Et là, on a la deuxième congestion. Il y en a certains qui vont voir plus tard une tasse à vacances, en fait des figures de retournement. Et donc là, si on casse par le haut, pour de deux choses l'une, ça voudra dire youpi aurait, on a cassé l'inflation, donc baisse des taux, etc. Et on peut se dire, bah, c'est super pour les valeurs de croissance, etc. Mais moi, je continue de me dire que si on commence à casser ici par le haut, maintenant, dans cet aspect de configuration-là, ça voudra surtout dire, si vous voulez, que le marché est en train d'aller chercher de la protection en achetant de l'obligataire parce qu'il commence à se dire que le ralentissement économique va peut-être être un petit peu plus fort que ce qu'il a prévu dans un monde où les taux de la Fed, les taux courts, hein, ne vont pas baisser tant que ça. Et là, on va jouer peut-être un petit côté, on coince la mariée. Euh, Au niveau des matières premières et donc du pétrole, j'ai pas grand-chose de plus à dire. On voit que l'aspect Moyen-Orient et compagnie, Ukraine, on verra peut-être est-ce qu'ils vont nous faire un petit coup pendant les JO ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très neutre. Ça reste pour moi une tendance haussière de fond.
mais ça reste quelque chose de très neutre où on a désinflaté le truc pour l'instant. Donc il faudrait revenir au-dessus des 90 $ et a fortiori pardon, au-dessus des 100 $ pour commencer véritablement à avoir une exponentielle. Et en règle générale, ces débuts d'exponentielle sur le pétrole, c'est jamais bon pour l'économie. Et ça veut vous dire que vous allez vous taper une récession dans pas si longtemps. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. On est toujours dans quelque chose d'assez mou. Au niveau du cuivre, donc, on a bien eu le rebond de la Chine, la réalisation du marché qu'à un moment donné, oui, c'est bien beau, les énergies renouvelables, mais on a besoin dans les énergies de matières qui sont non renouvelables, qui sont les métaux. Et le cuivre, ben, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des mines qui existent sont assez vieilles. Ça, c'est des analyses qu'on peut faire depuis 2019. Mais vous voyez, il y a les analyses que vous faites, et puis après, il y a un moment donné où le marché réalise et le marché décide de le jouer. Et là, il y a cet aspect timing et ensuite cet aspect momentum. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était un bon signal pour jouer le rebond un petit peu des valeurs chinoises. Là, on commence à faire quelques mèches, à arriver sur une zone de résistance, de plateau, éventuellement pour faire de la construction. Mais on a une belle tendance haussière, une belle tendance de retournement sur les matières premières au sens général et sur le cuivre en particulier. Je vais pas trop faire long sur cette vidéo, donc je vais passer directement au CAC 40. Et mon CAC 40, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est toujours dans la tendance haussière, bien entendu. On avait validé cette petite zone de support ici, un petit peu en dessous de celle que j'avais tracée avant mon départ. On a fait une petite cassure de cette oblique-là, donc dorénavant, on valide une zone de support, je dirais aux alentours des 8100. On se réouvre, là pour l'instant on fait un petit blocage sur les précédents plus hauts, rien de bien méchant, hein. À ce stade-là, éventuellement, on fera du pullback pour revenir vers la zone des 8100, 8130. C'est une zone qui devra être conservée avec la zone des 8060 pour conserver une bonne dynamique, pour essayer de relancer vers la zone des 8004, qui reste éventuellement l'objectif. Ce n'est que sous les 8100, 8050 que on commencerait à avoir un biais plus prudent à court terme. Après, pour moi, c'est un truc qui marcherait en crabe parce qu'on aurait besoin de continuer de construire le truc. À moyen terme, je reste positif tant qu'on est au-dessus des 7700, 7750. Voilà, si on a besoin un petit peu de refermer le gap ici, pour l'instant, c'est sain. À ce stade-là, voilà, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. On est en attente. On a toujours les petites capes qui continuent de très bien performer. Donc on a de bons rattrapages là-dessus. L'euro-dollar, pour moi, ça reste toujours un élément très important à regarder. Ce que l'on voit, c'est qu'on reste dans la figure qu'on avait tracée. On était venu chercher le support, on fait le rebond, on est en train de congestionner. Et là, on est en train éventuellement de choisir plutôt le scénario haussier. Donc à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça voudra dire beaucoup de choses. Si on commence à casser ici par le bas, on casse l'hypothèse de travail que l'on a depuis 2 ans. 2 ans. Si on casse cette hypothèse de travail, ça veut dire que le marché joue vraiment à se faire peur sur la récession. Et là, pour moi, voilà, oui, le dollar sera refuge. Oui, éventuellement, ça sera plus intéressant d'avoir des choses en dollars, etc., pour jouer le côté défensif. Mais globalement, ça ne se sentira pas très bon au sens général pour les actions. Si on arrive ici au niveau de notre euro-dollar, par contre, à casser par le haut, bah, d'une part, ça valide bien le différentiel entre la BCE et la Fed, et ça valide bien pour moi aussi une petite faiblesse du dollar qui pourrait aider, on le voit déjà, à pousser un petit coup supplémentaire sur les marchés émergents et l'Europe en particulier. Et ça serait plutôt pas mal pour un petit peu des retours de flux sur l'Europe. C'est déjà bien le cas, on le sent bien quand même, hein. Regardez quelques titres, souvent vers les 15h30, quand les US ouvrent, vous avez quand même des bonnes variations. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Je pense aussi qu'au-delà des rotations sectorielles, on voit de plus en plus d'Américains se poser la question de venir chercher éventuellement de la performance, voire de la sécurité, ou en tout cas des valorisations moindres en mode plafond fondamental, si vous voulez, enfin plafond, socle fondamental, peut-être lapsus, sur l'Europe. Donc ça aussi, ça peut être un élément intéressant. Et le Nasdaq, je vais clôturer, alors je ferai l'or et l'argent aussi, Nasdaq pour clôturer, là aussi, donc on est venu faire la correction, valider le support aux alentours des 17 700, 17 000 points, pardon. On fait une remontée là, on est en train de bloquer sur les anciens sommets. Bon, on a un support qui est pour moi aux alentours des 17 800, 17 850.
c'est la zone à tenir maintenant. On peut travailler dans cette zone-là. Si on réintègre ici par le bas sous les 17 006, pour moi, ça sera la zone de flottement. Donc ça sera la zone de crabe, si vous voulez, de zigzag, où on va construire une figure certainement de congestion en triangle. Et ce n'est que si on fait céder cette figure par le haut ou par le bas qu'on aura la prochaine tendance. Pour moi, si vous voulez, on construit un petit peu l'essuie-glace là, qui va nous donner la suite. Mais voilà, pour moi, je pense qu'on va se décider incessamment sous peu. Et je pense qu'on est en train d'entrer là dans la phase, si vous voulez, où on va construire les figures. Les figures qui ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je serai un petit peu plus méfiant et on met en hypothèse de travail, si vous voulez, des cassures par le bas potentielles. En tout cas, j'attendrai le signal, bien entendu, mais voilà, c'est des zones pour moi ici de congestion très intéressantes qui peuvent permettre de poursuivre le mouvement haussier, mais je vais devenir un petit peu plus prudent au fur et à mesure où on se rapproche de l'été à ce stade-là. Donc, il y a toujours des choses que je trouve très intéressantes. Pour moi, le plus important, vous voyez, ça, ce sont des discours que l'on peut avoir quand on regarde les indices. Mais quand je vais regarder les secteurs d'activité, quand je vais regarder des valeurs précisément, euh, je- il y a des choses que je trouve très intéressantes et qui s'achètent, etc. Et qui éventuellement vont se conserver. Donc c'est là aussi où je trouve le marché le plus intéressant, c'est qu'on est tellement dans l'illusion des indices et ça a tellement été poussé à son paroxysme que voilà, il va falloir, le plus dur pour l'investisseur, ça va être cette capacité de pouvoir vraiment différencier et se détourner, si vous voulez, de l'analyse pure des indices qui peuvent nous envoyer des signaux qui nous font faire n'importe quoi sur des actions qui, elles, donnent des signaux d'achat. Donc je pense qu'il va falloir bien faire la part des choses et à la limite, même, je serais tenté de dire, ne pas trop regarder les indices, ou en tout cas moins les regarder maintenant et moins s'en servir comme de signaux de sentiments de marché. Et vraiment se concentrer plus sur du sectoriel, et vos actions précisément, l'analyse de vos actions à proprement dite. Si on va regarder l'or, j'ai à peu près la même figure sur l'or, ce qui démontre que bon, on joue vraiment une dynamique tôt, si vous voulez, sur l'or, hein. Donc on est dans ce type de figure-là, on vient chercher la résistance ici, ça nous permet de construire la figure. Il va falloir breaker par le haut pour aller chercher une étape supplémentaire. Le support est là, aux alentours des 2250 $. Tant que vous tenez ça, il n'y a pas une construction plus large de figure éventuellement, donc on peut relancer. Et l'argent, hein, auquel je vois un peu plus de potentiel, mais comme beaucoup d'autres, on est dans le même type de configuration, c'est un peu plus volatile que l'or, etc. Mais voilà, là aussi on arrive sur un point de blocage qui nous permet de construire un petit peu cette figure-là. On a une médiane ici sur les 27,50, donc c'est là où ça va se jouer. Est-ce qu'on est capable de construire un petit peu comme ça pour finir par breaker par le haut? C'est ça qu'on va vouloir jouer ces prochaines semaines, parce que c'est de là que le signal majeur pourrait advenir. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui le voit maintenant, beaucoup de monde qui l'anticipe. Donc c'est ça que l'on va regarder. Voilà un petit peu pour cette vidéo qui finalement n'est pas si rapide que ça, mais pour faire un petit peu, on va dire, la synthèse de ce que je pense depuis à peu près 2-3 semaines, avec cette prise un petit peu de recul. Donc pour moi, au niveau des indices, on est toujours haussier, il y a toujours beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il peut y avoir des petites consos, hein, des mouvements précédents ici qui vont nous permettre de construire et de nous valider si les supports tiennent. Ça va être très intéressant parce que si les vendeurs arrivent à enfoncer les supports maintenant facilement, donc les médianes, ça, voilà, il faudra l'interpréter comme un petit signal de faiblesse avant l'été. Mais sinon, pour moi, on va continuer de marcher en crabe, de construire les figures, et ça va nous amener un petit peu sur l'été et sur la réalisation certainement pour le marché que les taux vont certainement pas baisser tout de suite. Est-ce que c'est un problème? Pas vraiment. Ça en devient un si on commence à s'inquiéter un petit peu plus pour l'économie et qu'on voit l'économie se dégrader un petit peu plus. Pour l'instant, les stats économiques, si vous voulez, démontrent que ça se dégrade, mais ça se dégrade toujours dans de la création d'emplois, etc. Donc, si vous voulez, l'éco va encore très très bien. Si ça commence à se dégrader bien au-delà, c'est là où ça peut jeter un pavé dans la mer. C'est ça qu'il faut regarder, mais comme je vous dis, hein, l'économie c'est un paquebot, ça avance lentement, donc il va falloir y aller au fur et à mesure. Et là, je dirais que c'est les conditions idéales pour le marché pour prendre un petit peu des prétextes à chaque fois
pour faire son zigzag et pour construire la figure dont il a besoin pour commencer à faire combattre les forces en présence et plus tard nous donner le signal de qui gagnera pour jouer la prochaine tendance de moyen terme. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Je ferai un débrief plus complet avec les actions également. Et en attendant, je reprendrai les analyses, les partages de portefeuille et les chroniques en semaine sur le site grafceobourse.fr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, à mettre un like, ça fait toujours plaisir, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est, vous, votre hypothèse de travail? Est-ce que, comment vous jouez un petit peu la suite? Comment vous voyez la suite? Voilà, ça m'intéresse et je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous lire et de vous répondre. Encore une fois, excellent week-end à vous. Profitez de ces quelques jours un petit peu de repos et la reprise lundi. Salut les graphes.